Alors là, je vais faire un récapitulatif de ce qui est un calcul des dalons en utilisant le logiciel ST1. Alors, déjà, le modèle de calcul des dalons, c'est un calcul, on a dit, c'est un calcul en utilisant la théorie des poutres complétée par le calcul des CRT selon la méthode de Guillaume-Massonnet. Alors, on fait monter un modèle global, on fait un modèle de calcul longitudinal en utilisant ST1. Alors un fichier ST1, on a dit, d'abord il y a une partie dans laquelle on fait la déclaration d'un ensemble de paramètres. Alors cet ensemble de paramètres, ce sont les paramètres du projet, un petit peu qui permettent de rendre le fichier ST1 utilisable pour d'autres projets. Par exemple, lorsqu'on a parlé d'un DALO avec deux ouvertures, alors là, on a introduit par exemple l'ouverture comme paramètre. On a introduit également l'épaisseur comme paramètre. On a introduit par exemple la largeur du tablier, la largeur des trottoirs, la largeur de la chaussée et tout ça comme des paramètres. Comme ça, lorsqu'on a par exemple à étudier un nouveau projet, on n'a pas besoin vraiment de refaire tout le modèle, mais c'est plutôt de changer les paramètres qu'on a introduits. Également, on a par exemple introduit des paramètres qui vont intervenir dans le calcul, tels que par exemple le module de réaction du sol. Également, nous avons introduit par exemple la résistance du béton, FC28. Tout ça, on les introduit comme paramètres. Tous les paramètres qui vont intervenir dans le calcul, on les met comme des paramètres et comme ça, nous disposons d'un fichier qui est paramétré, surtout lorsqu'on a un grand nombre de dalles à calculer, surtout dans les cas des ouvrages, plutôt voilà, des ouvrages qui sont inscrits dans le cadre d'un projet routier. On a beaucoup de dalles à calculer. Alors là, on peut facilement utiliser le même code sans problème. Ensuite, nous avons vu comment définir la géométrie. Et dans la définition de la géométrie, ça correspond parfaitement à tout ce qui est élément fini poutre. Ça veut dire la définition des nœuds et la définition des barres. C'est ça en fait là, la construction de la géométrie élément fini. Les nœuds, ils sont bien sûr définis au niveau des points d'intersection entre les différents nœuds, ou plutôt entre les différents barres. Et les barres, elles constituent les éléments de la structure. Dans un dallo, on a distingué bien sûr la traverse supérieure qui constitue le tablier, les pieds droits qui constituent les appuis et le radier qui constitue la fondation. On a également distingué, on les a groupés dans des groupes, comme ça, lorsqu'on veut par exemple appliquer des caractéristiques sur un groupe, on peut le faire. Par exemple, lorsqu'on a le radier ce sont des éléments sur sol élastique. Et nous avons par exemple utilisé le groupe des barres qui représentent le radier pour affecter par exemple le module de réaction. Également, on définit les caractéristiques géométriques. Vu qu'on est dans une structure plane, on a défini le SX et le IZ. Donc, alors toujours, ça constitue en fait le repère local de la barre, ça va être toujours X, Y, Z. Et là, on a défini la section droite et l'inertie. Bien sûr, si on veut tenir compte de d'autres choses, telles que par exemple l'effort tranchant, on peut également introduire la section réduite à l'effort tranchant. Mais ça, vu qu'on a des structures qui sont énoncées, donc on n'a pas besoin d'en tenir compte. Alors également, nous avons défini les caractéristiques des matériaux. Nous avons distingué bien sûr les matériaux instantanés et les matériaux différés. Également, il faut faire attention, dans les caractéristiques géométriques, on a introduit également la raideur du sol ou bien le module de réaction. Il fait partie des données géométriques. Voilà, c'est comme ça qu'il est conçu dans ST1. C'est que le module de réaction, ça fait partie des données géométriques. Et nous avons par exemple la possibilité de changer le module de réaction en fonction de la zone que traverse le radier. Mais en général, dans les dallos, le radier, ça traverse le même sol. C'est surtout lorsque vous avez des pieux. C'est dans ce cas que vous devez changer le module de réaction en fonction des couches traversées par le pieu. Ensuite, nous avons vu comment définir les charges permanentes. On a vu le poids propre qu'on peut générer automatiquement par le logiciel en utilisant la section droite, mais également le poids volumique qu'on introduit. Et il faut faire attention au poids volumique et aux unités. Donc si on travaille avec
le kilonewton, il faut introduire bien sûr 25 au lieu de 2,5. Par contre, si on travaille en tonnes, on doit faire attention d'introduire plutôt 2,5 tonnes par mètre cube. Il faut noter, bon, on va le rappeler peut-être, lorsqu'on a défini les charges routières, on a dit que dans ST1, il n'y a pas d'unité par défaut, sauf pour les charges routières. Voilà, pour les charges routières qui sont définies en tonnes. Ensuite, nous avons vu qu'on doit définir par la suite le poids des équipements qui représentent le poids de la couche de roulement, le poids de l'étanchéité, des garde-corps, des barrières de sécurité. Et donc ces équipements, donc pour tenir compte de l'incertitude qu'on a sur les valeurs, on a introduit des valeurs min et des valeurs max. Il faut faire attention parce que lorsqu'on fait un calcul d'Adalo, vu qu'il s'agit d'une structure hyperstatique, donc ça peut être la valeur maximale qui est la plus défavorable, comme ça peut être la valeur minimale. Ensuite, nous avons vu comment introduire les poids des terres, qui sont en fait une charge sur la traverse supérieure. Également les poussées des terres. Et il faut toujours faire un calcul en fourchette. Un calcul en fourchette pour les poussées des terres, parce que ça peut être favorable, comme ça peut être défavorable, en fonction de la zone de la structure qu'on est en train d'étudier. Nous avons également vu comment tenir compte de l'effet Marston. L'effet Marston qui est un effet à prendre en considération lorsque nous avons un dalo sur remblai. Et cet effet, ça provient du fait que nous avons une différence de déplacement entre le dalo et le sol, qui fait que nous avons comme un frottement négatif qui s'applique sur les traverses, plutôt les pieds droits extérieurs qui sont en contact avec le remblai. Ensuite, nous avons vu le calcul des charges routières et il faut noter que il faut savoir le raisonnement qu'on adopte. Est-ce qu'on adopte un raisonnement pour un mètre linéaire ou la largeur totale? Et là, vous pouvez adopter le raisonnement qui vous convient. Soit on adopte un raisonnement pour un mètre linéaire, et dans ce cas, les sections, les inerties doivent être définies pour un mètre linéaire de largeur, ou bien on adopte un raisonnement pour la largeur totale. Et dans ce cas, la section totale et l'inertie doivent être définies pour toute la largeur totale. Également, lorsqu'on fait un raisonnement pour un mètre linéaire, et il faut par la suite diviser par la largeur totale du pont lorsqu'on définit les charges routières. Alors, pour définir les charges routières, il faut tout d'abord définir le tablier. Alors, un tablier, il est composé d'un ensemble de barres qui sont bien sûr continues. Dans le cas d'un dalo, les tabliers, il est composé par les traverses supérieures, les éléments des traverses supérieures. Il faut définir la classe du tablier selon le fascicule 61 titre 2. En général, c'est la classe 1 qu'on utilise, sauf si vraiment vous avez par exemple à construire une chaussée qui est très étroite. Ensuite, on définit la coupe transversale du tablier. Donc la coupe transversale elle est définie par un ensemble de zones. Chaque zone, ça représente une zone destinée à accueillir un type de circulation. C'est surtout les trottoirs de gauche, les trottoirs de droite, ou bien la chaussée. Ensuite, nous avons défini les surcharges routières. Alors, dans la définition des surcharges routières, donc on a défini le système AL, le système BC, le système BT, le système MC120 et tout ça, avec bien sûr des coefficients de pondération. Il faut pondérer par les coefficients CRT, les coefficients de majoration dynamique, et on a vu comment les calculer. Et ces coefficients, ils sont surtout, en fait, c'est pas surtout, ils sont appliqués uniquement pour les charges du système B et du système militaire. Et il faut noter que le même coefficient est appliqué à la fois sur les charges du système B, mais également des charges du système M, MC120, MC80, plutôt MC120 et MC120. Et également, on pondère par 981, pardon, c'est pas 18, 981, c'est pour transformer les charges routières du tonne en kilonewton. Bien sûr, si on raisonne en tonnes, donc on n'a pas besoin de faire la transformation, mais il faut faire attention, le poids volumique du béton doit être défini
en tonnes, ça veut dire 2,5 tonnes par mètre cube. Et pour pondérer tout cela, on met la commande pond. En plus de ça, il faut faire attention au raisonnement qu'on a adopté. Si on raisonne pour la largeur totale, donc on n'a pas besoin de diviser par la largeur totale. Par contre, si on raisonne pour un mètre linéaire, il faut la diviser par la largeur pour avoir une valeur par mètre linéaire des charges. Ensuite, on a vu que lorsqu'on n'a pas de remblai, on peut utiliser directement les convois qui sont déjà prédéfinis dans ST1. Et là, la définition des charges, ça devient des surcharges, ça devient très simple, puisqu'on met par exemple BC, on précise la zone, et ensuite on précise bien sûr le coefficient de pondération. Par contre, lorsqu'on a bien sûr un remblai, donc il faut tenir compte de la diffusion des charges routières à travers le remblai, et pour cela, nous sommes obligés de redéfinir les charges routières et pour tenir compte de la diffusion. Et là, on a utilisé la commande conv pour définir un convoi qui va représenter les charges diffusées. Et nous avons introduit dans la définition de ces convois, nous avons introduit une longueur de diffusion comme paramètre. Et là, par exemple, si vous avez un projet qui fait 3 mètres de remblai ou bien un projet qui fait 4 mètres de remblai, votre convoi diffusé tel qu'on l'a défini, ça reste valable parce qu'on a introduit un paramètre qui permet la réutilisation de la définition du convoi. Ensuite, nous avons vu comment définir les poussées des surcharges sur remblai. Et là, nous avons dit que les surcharges, même s'il s'agit d'une charge variable, on les a définies avec la commande charge. Et pour tenir compte du fait qu'il s'agit d'une charge variable, nous avons considéré une enveloppe dans laquelle on a introduit une valeur nulle pour dire que la charge n'est pas appliquée et la valeur maximale avec un Ka égal à 0,5. Et nous avons vu que pour les charges de surcharge routière, c'est soit 1 tonne par mètre carré lorsqu'on n'a pas de circulation des engins et des convois exceptionnels, et c'est 2 tonnes par mètre carré lorsqu'on a une circulation des convois exceptionnels. Et bien sûr, si on veut être le plus précis, on peut carrément faire la diffusion de la charge telle qu'il est représenté en plan et de la transformer pour déduire la poussée de cette charge sur les pieds droits. Après, nous avons vu comment appliquer les charges, donc les actions, et nous avons mis l'accent sur le fait que il faut procéder par application différenciée. Ça veut dire, on applique tout d'abord les actions permanentes avec un module de réaction et un module de béton différé. Ensuite, il faut changer les valeurs de module. Et ensuite, avec des valeurs instantanées, que ce soit le module de réaction de sol, ou bien le module de déformation longitudinale du béton, et bien sûr, avant d'appliquer les charges routières, les actions routières, dans lesquelles il y a les actions sur le tablier, mais également la surcharge routière sur remblai. Après, nous avons vu comment définir les enveloppes, et nous avons dit que avant de définir les combinaisons d'actions, il vaut mieux définir les différentes enveloppes. Par exemple, l'enveloppe des charges permanentes avec les valeurs max et min qu'on va combiner avec, bien sûr, avec Gmax et Gmin. Et également l'enveloppe des possédataires, parce qu'on a dit les possédataires, c'est à calculer avec un coefficient de 0,5 ou bien de 0,25 pour tenir compte de l'incertitude qu'on a sur la valeur du module de coefficient de poussée, mais et pour être le plus défavorable pour chaque élément. Ensuite, nous avons vu comment définir l'enveloppe des surcharges et nous avons distingué l'enveloppe des surcharges normales, mais également l'enveloppe des surcharges particulières, puisque les charges normales et les charges normales, ils sont toutes traitées de la même manière, et les surcharges également particulières, ils sont pondérées par le même coefficient dans les états limites de service, mais également dans les états limites ultimes. Ensuite, bien sûr,
nous avons défini les combinaisons d'actions et on a défini les combinaisons d'actions ELU, ELS et également, donc, pour définir les combinaisons d'actions qui contiennent une enveloppe, nous avons vu qu'il faut préciser env et ensuite on met la commande com pour pouvoir combiner les enveloppes. Ensuite, on a créé une enveloppe ELU dans laquelle on fait le max et le min de toutes ces combinaisons qu'on a fait pour les exploiter, bien sûr. Lorsqu'on est en fissuration préjudiciable, c'est le cas le plus fréquent dans les ponts. Donc, on travaille avec les combinaisons ELS pour le calcul de ferraillage longitudinal, avec les valeurs de moment de flexion et d'effort normal, mais également avec les valeurs de l'effort tranchant aux élus pour le calcul des efforts, pour le calcul de ferraillage de cisaillement dans chaque partie de la structure. Ensuite, on a vu bien sûr comment on peut créer des fichiers de sortie dans lesquels on peut faire le rappel des données, on peut présenter les résultats, les efforts internes dans les éléments, ou bien la pression du sol, et également les résultats peuvent être visualisés sous format graphique en utilisant la commande des. Ensuite, voilà donc un exemple de ce qu'on a vu. Donc c'est qu'on peut afficher les valeurs des moments au niveau des angles, au niveau de milieu de la traverse supérieure, au niveau de la milieu de la traverse inférieure, et ainsi de suite. Ensuite, nous avons dit que le fichier ST1, c'est un fichier de calcul de structure à barre, et par conséquent, les calculs qu'on a fait, on doit les pondérer par un calcul des CRT, c'est ce qu'on a fait lorsqu'on a mis la commande pond. Et la méthode utilisée, c'est la méthode de Guillaume maçonné. Nous avons vu que un dalleux, c'est une dalle isotrope. Ça veut dire que le calcul des paramètres qui interviennent de la méthode de Guillaume maçonné, ils sont simples, puisque le alpha, c'est égal à 1, et le θ, c'est tout simplement B sur L. Alors, vu que nous avons le dallot qui est une structure hyperstatique, alors là, le L, c'est l'ouverture biaise équivalente qu'on peut prendre égale à 0,8 fois l'ouverture. Et B, c'est tout simplement la demi-largeur droite. Et là, nous avons bien sûr nous avons vu qu'on peut représenter les lignes d'influence de la variation du coefficient K pour une fibre donnée en fonction de E. Ça, c'est le E. Par exemple, ça, c'est Y égale à 0. Ça c'est Y égale à, par exemple, moins B. Et ça, c'est plutôt B. Et ça, c'est Y égale à B. Ensuite, nous avons vu qu'on doit déplacer le convoi dans le sens transversal pour chercher la valeur maximale de coefficient de CRT pour chaque fibre. Et ensuite, on prend le max des max. Et là, on a vu un tableur Excel qui permet de faire le calcul de CRT et de récupérer les valeurs des CRT par lesquelles on doit pondérer le calcul qu'on a fait avec le ST1 en utilisant la commande pond. Voilà pour tenir compte des coefficients de CRT. Une fois qu'on a pondéré les charges par les coefficients de CRT, on a arrivé à des moments qu'on peut là utiliser pour le calcul de ferraillage. Bien sûr, là, nous avons le fichier ST1 avec le calcul de CRT en utilisant un fichier Excel. Nous avons arrivé à des efforts internes N, T, Y et MZ. Et bien sûr, dans un dallot, donc si on raisonne pour 1 mètre linéaire, on a une section rectangulaire de 1 mètre. Et bien sûr, avec l'épaisseur de chaque élément. Et si on raisonne pour toute la largeur totale, et ces deux raisonnements, ils sont équivalents. Il faut juste faire attention de ne pas faire, par exemple, un raisonnement pour toute la largeur pour les charges permanentes et pour 1 mètre linéaire pour les charges routières, ou bien inversement. Il faut juste garder le même raisonnement. Deux choses auxquelles il faut faire attention, c'est est-ce qu'on raisonne par mètre linéaire ou bien on raisonne pour toute la largeur totale et les unités. Voilà, par exemple, si on a la largeur totale, on peut également récupérer les efforts pour toute la largeur totale. Une fois qu'on a récupéré ces efforts, on peut bien sûr là commencer à faire le ferraillage. Et là, nous avons les différentes sections au milieu de la travée, au nu de la traverse supérieure, au nu de la traverse plutôt du pied droit, au milieu du radier et également au niveau de l'encastrement entre
la traverse supérieure, la traverse inférieure et les pieds droits. Et bien sûr, dans chaque partie, on peut avoir soit un ferraillage inférieur, soit un ferraillage supérieur, soit les deux. Dans les pieds droits, on parle plutôt d'un ferraillage côté terre et d'un ferraillage côté haut. Voilà. Et bien sûr, pour le ferraillage longitudinal, on va récupérer les valeurs maximales et minimales du moment de flexion en général au niveau des états limites de service. La valeur absolue, donc ça va nous indiquer la quantité d'armature à disposer. Et le signe, ça va nous permettre de savoir est-ce qu'il va être un ferraillage supérieur ou bien un ferraillage inférieur. Pour les traverses, ça veut dire pour la traverse supérieure et pour le radier. Ou bien ça peut être un ferraillage intérieur côté mer ou bien un ferraillage extérieur côté terre. Bien mer, ça veut dire de l'eau. Après, nous avons le ferraillage transversal qui est également la même chose. Ça veut dire on a vu le tableur Excel qui permet de calculer le ferraillage, mais vous pouvez également utiliser n'importe quel logiciel de calcul de section. Donc, et la même logique, ça se passe, sauf si cette fois-ci, on va plutôt exploiter les résultats qui sont relatifs à l'effort tranchant, mais également si on veut tenir compte de l'effort normal, on peut en tenir compte. Et ça va nous permettre de calculer le ferraillage de cisaillement dans les différents éléments de la structure.